Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le ministère de l'Environnement a organisé un atelier de lancement de la coalition nationale de la Grande Muraille Verte de Djibouti en collaboration avec les Nations Unies. Et dans l'actualité internationale en Europe, un plan d'urgence de la Commission européenne en cas d'hiver sans gaz russe a été mis en place. Bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui dans son bureau le rapport général annuel public 2022 de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. La remise du rapport annuel de la Cour des comptes et de discipline budgétaire au chef du Parlement a été effectuée par la présidente de cette institution, Ismahan Ibrahim Mahmoud, accompagnée de plusieurs responsables de son institution. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur le rôle de ces rapports dans le contrôle de l'action du gouvernement à la lumière des missions de terrain effectuées par la Cour des comptes. Cela dit, la présidente de la Cour des comptes a expliqué que les missions de contrôle concernent divers secteurs publics. L'une des principales missions de la Cour des comptes étant de contribuer à la promotion du respect du droit d'une utilisation transparente, efficace et rentable des ressources publiques. Des recommandations précises ont été émises par l'institution. Le président du Parlement a promis d'encourager l'Assemblée nationale à collaborer davantage avec la Cour des comptes, tout en apportant son soutien à la présidente dans l'exercice de sa mission. Écoutons justement la présidente de la Cour des comptes pour plus de précisions. Nous venons de remettre le rapport public de la Cour des comptes de l'année 2021 au président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, la loi exige à ce que la Cour des comptes établisse annuellement un rapport sur ses activités de contrôle de l'année passée. Ce rapport est successivement remis au président de la République, chef de l'État, exercice qu'on a fait la semaine dernière. Et par la suite, la loi exige qu'on le remet également au président de l'Assemblée nationale, ce qu'on vient de faire. Et à partir de ce moment, le rapport sera public, adressé au grand public et sera accessible à tout le monde. Donc c'est une façon de rendre compte des activités de contrôle et le regard que la Cour des comptes porte sur la gestion des finances publiques en général et en quelque sorte pour rendre compte aux citoyens. Et là exactement au niveau de l'Assemblée nationale représentant la maison du peuple en quelque sorte, c'est une façon de rendre compte au peuple par rapport à l'exercice de la gestion des finances publiques. Et nous restons à l'Assemblée nationale. Le président du Parlement, Mohamed Ali Hamad, a accordé également aujourd'hui une audience à Mohamed Irki, ambassadeur de la République démocratique et populaire d'Algérie. L'entretien entre le président et le diplomate algérien a porté sur les moyens susceptibles de consolider les relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays frères, en particulier dans les domaines des coopérations parlementaires. Et dans une déclaration faite à l'occasion, le diplomate algérien s'est dit honoré de rencontrer le président du Parlement et a remercié pour l'accueil chaleureux. Le président Hamad a déclaré de son côté donc avoir transmis une lettre d'invitation à son homologue du Parlement algérien pour une visite à Djibouti qui s'inscrit dans le cadre de la coopération parlementaire entre Djibouti et l'Algérie dans un proche avenir. Dans le cadre du projet de la Grande Muraille Verte, le ministère de l'Environnement a organisé aujourd'hui le lancement de l'atelier sur la coalition nationale de la Grande Muraille de Djibouti, dirigé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. L'atelier a également vu la participation du ministre délégué à la décentralisation, du secrétaire général du ministère de l'Environnement, des représentants du corps diplomatique, des représentants des institutions des Nations Unies résidant à Djibouti. L'objectif de cet atelier étant de présenter la stratégie de mobilisation des ressources et l'accès aux ressources de la Grande Muraille Verte dans l'espoir de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires au développement et des institutions financières nationales pour la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires. Il convient également de mentionner que la Grande Muraille Verte est le nom d'un programme de lutte contre la désertification lancé en 2005 sous l'égide de l'Union africaine et des organisations ouest-africaines et sahéliennes. Sans oublier de connecter ce travail aux acteurs de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales, de la recherche pour répondre au plus près aux attentes de la population. Cette réunion est une première étape importante pour instaurer un dialogue instructif et nous orienter vers la recherche de solutions adéquates afin d'inscrire la Grande Muraille Verte parmi les priorités de l'État et assurer ainsi la mobilisation des fonds annoncés pour Djibouti. Écoutons également l'intervention du ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, qui a présidé donc cet atelier aujourd'hui.
les phénomènes inhérents au changement climatique, tels que la désertification, l'appauvrissement des sols, les sécheresses, l'élévation des températures, l'assèchement des pluies, sont des aléas récurrents en Afrique, et particulièrement dans les pays saharo-sahéliens. En effet, en plus de déséquilibrer l'ordre naturel auquel est soumis notre planète, les changements climatiques affectent les communautés qui y sont très vulnérables et se battent quotidiennement à la hauteur de leurs faibles moyens. La recherche de stratégies mondiales et régionales pour faire face à ces défis nécessite la coopération la plus large possible de tous les pays pour s'adapter au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces stratégies visent une meilleure résilience des écosystèmes et des populations face aux effets néfastes de ces phénomènes. Ce n'est un secret pour personne que les défis environnementaux de notre ère, qui affectent le monde et particulièrement l'Afrique ces dernières années, nous impactent plus durement, jour après jour, et que les conséquences globales risquent à terme d'être irrémédiables. Il est sans équivoque et vérifié unanimement par les scientifiques que les actions de déboisement, d'augmentation de la température et de perte de nos ressources environnementales auront des impacts significatifs sur les différents secteurs économiques. La nécessité d'une meilleure coordination au niveau national a été identifiée comme un goulet d'étranglement majeur à résoudre pour une meilleure mobilisation des ressources promises au One Planet Summit. Et pour résoudre, la création des coalitions nationales a été l'une des solutions majeures proposées et approuvées lors du 8e section ordinaire du Conseil des ministres de la GMV tenu à Abuja, au Nigeria, en juin 2022. La mise en place des coalitions nationales GMV est essentielle pour assurer un soutien plus coordonné à la GMV au niveau national. Avec l'appui de l'unité accélérateur de la GMV de l'UNCCD, je pense que cette rencontre permettra de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires au développement et des institutions financières nationales pour la mise en œuvre des programmes et des projets prioritaires. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali, a reçu une importante délégation du ministère du Sud-Soudan du pétrole qui séjourne à Djibouti dans le cadre d'une mission de travail. En effet, celle-ci est introduite auprès du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles par le chargé d'affaires djiboutien à Djouba, la délégation dirigée par le conseiller principal du ministre du pétrole, dont fait partie également un haut responsable du ministère des Finances publiques de Djouba, finalise en fait avec les autorités djiboutiennes le processus d'acquisition de terrains et d'entrepôts en zone franche de Djibouti et d'une manière générale l'usage des infrastructures de Djibouti pour leur importation et exportation. Notre pays est un partenaire important pour le Soudan du Sud dans de nombreux domaines, notamment logistique et des infrastructures. Et dans le secteur de l'énergie, Djibouti peut tirer parti du partenariat en tant qu'importateurs de pétrole et de carburant. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leurs échanges puisqu'elles se retrouveront les 13 et 14 septembre prochains à Djouba, capitale du Soudan du Sud, dans le cadre de la conférence annuelle du pétrole et de l'énergie 2022. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma l'ambassadeur de la République populaire de Chine accrédité à Djibouti, Hu Bin. Cette première visite de courtoisie de l'ambassadeur chinois s'inscrit dans le cadre de sa prise de fonction et de ses contacts avec les autorités du pays en vue d'élargir le partenariat stratégique entre Djibouti et la Chine. En effet, sous l'impulsion des deux chefs d'État respectifs, la République de Djibouti et la République populaire de Chine entretiennent des relations fortes dans plusieurs domaines, particulièrement la coopération militaire. Et au cours de cette première visite de contact, le diplomate chinois a été accompagné de l'attaché de défense de Chine, invité de marque. L'ambassadeur de Chine a d'abord pris la parole en remerciant le chef d'état-major d'avoir voulu donner de son temps pour le recevoir. Ceci démontre, a-t-il dit, la qualité des relations entre les deux pays. Par ailleurs, le diplomate chinois a félicité l'énorme prestation du défilé militaire lors du 45e anniversaire de notre pays. La Chine est témoin du succès remarquable des forces armées djiboutiennes sous l'impulsion du président de la République. Le diplomate chinois a souligné également l'excellence de la coopération de défense et a assuré de la contribution de la Chine dans le maintien de la paix dans la région. Ainsi, Hu Bin a indiqué que la Chine œuvre à construire des relations durables basées sur la confiance mutuelle et ceci pour une sécurité mondiale et de par sa position géostratégique, Djibouti est la porte d'entrée de l'Afrique, a-t-il ajouté.
Et de son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a souhaité la bienvenue aux diplomates chinois à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Le général a souligné les relations fraternelles entre Djibouti et la Chine dans plusieurs domaines, notamment la coopération militaire. La Chine, a-t-il indiqué, est engagée dans l'équipement et la formation des militaires djiboutiens dans plusieurs spécialités, à commencer par l'infanterie jusqu'aux formations spécifiques telles que le métier de l'air, de la marine et du blindé. Ce large spectre de formation distincte témoigne de l'excellente coopération stratégique entre les deux armées. Djibouti demeurant un partenaire privilégié pour la Chine, et la République de Djibouti en effet a apporté son assistance lors de l'installation de la seule base chinoise à l'étranger. De même, Djibouti est un point stratégique dans la mise en œuvre de la politique de la route de la soie initiée par la Chine. Le général Zakaria a rappelé enfin la tenue d'un événement majeur dans les prochains jours. Il s'agit du deuxième forum sino-africain pour la paix et la sécurité prévu pour le 25 juillet prochain, présidé par le ministre chinois de la Défense par visioconférence. Les autorités djiboutiennes accordent une attention particulière à cet événement et la République de Djibouti sera représentée par son ministre de l'Intérieur. Cette première rencontre entre le diplomate chinois et le chef d'état-major général des armées s'est clôturée par l'échange de cadeaux et une photo de famille. L'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé ce matin un atelier de validation des référentiels des activités et des compétences RAC de la filière cuisine en bac pro pour les professionnels du secteur. Cet atelier a été animé par l'inspecteur des métiers du tertiaire qui a fait une présentation sur le contenu de nouveaux référentiels d'activités et de compétences de la filière cuisine dans le baccalauréat professionnel. Ce nouveau RAC donc dans la filière cuisine résulte de l'observation des activités et des tâches des établissements de restauration conduits dans le pays avec les professionnels, le chef de cuisine. Les travaux de l'atelier ont été ponctués par des échanges interactifs avec les professionnels sur les activités et tâches du bac pro cuisine. Les professionnels de la restauration ont fait des remarques et des recommandations pertinentes qui ont permis de revoir avant validation le RAC du bac pro cuisine. Le secrétariat exécutif en charge de la réforme de l'administration, en collaboration avec l'INAP et le ministère en charge de la décentralisation, a organisé un atelier de formation intitulé « Sensibilisation de la déclaration de services aux citoyens DSC ». Cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des personnels de ces administrations publiques, présidées conjointement par le secrétaire exécutif en charge de la réforme de l'administration et du premier adjoint du préfet. Et cet atelier qui a également vu la participation du directeur des régions du ministère de la décentralisation et des responsables du conseil régional. Les bénéficiaires de cette formation sont essentiellement des agents en provenance des deux administrations, à savoir la préfecture et le conseil régional. La décentralisation à plusieurs étapes, à plusieurs acteurs. Vous faites partie de ces acteurs-là en tant que service déconcentré. Le ministère du Travail, qui est un partenaire stratégique du ministère de la décentralisation, mettra en œuvre cette formation au profit des services déconcentrés. J'espère que vous bénéficierez de cette formation, après cette journée de formation enrichissante, vous pouvez repartir chez vous avec de nouvelles connaissances et de nouvelles utilités. Direction la ville de l'Unité où le siège du conseil régional a abrité hier une réunion de validation du plan de développement régional 2022-2027 par le comité de coordination du développement régional regroupant les élus du conseil régional, la préfecture, les sous-préfectures, les services déconcentrés et la société civile. Il s'agit d'un document de référence qui sert à la programmation des actions et des projets dont la réalisation est prévue en vue de promouvoir le développement intégré et durable, inclusif et qui profite à l'ensemble des territoires de la région de Dikil. Ce rassemblement a été l'occasion de présenter la version finale du plan de développement régional 2022-2027 de Dikil. À l'issue des discussions, l'Assemblée régionale a procédé à un vote et au cours duquel le président du conseil régional a été adopté, le PDR a été adopté à l'unanimité par le conseil régional.
infrastructures. Ils ont consulté l'ensemble de la population. Ils ont soulevé tous les points importants pour le développement de la région, toutes les problématiques de la région. Et tout ça a été rédigé sous forme d'un document qui souligne les différents axes du développement de la région de Dikil. Donc, il se trouve dans ce plan de développement régional de Dikil. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une dernière lecture et ensuite voir les différents axes pour valider définitivement ce document du plan d'action régional de Dikil. Je crois que nous avons un peu la chance d'être réélus cette année même. Et ce plan, comme vous le savez, c'est un plan quinquennat qui va couvrir durant nos 5 années. Donc, c'est un travail qui a été fait aussi par nos prédécesseurs. Je le remercie, il est à côté de moi, M. Abdelrahman Younis, et par les membres, les élus. Nous restons dans le sud du pays, direction Ali Sabié, où des actions de lutte contre la contrebande sont menées. L'armée de l'école de Hol-Hol, l'Ecomil, en collaboration avec les éléments de la brigade de la douane d'Ali Sabié, a intercepté à proximité périphérique du secteur de la localité de Hol-Hol une importante quantité de marchandises de khat de contrebande. Durant cette opération, 50 colis de khat a été donc interceptés, soit 1500 kilos. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Sport à présent, la ville blanche au rythme des Jeux d'été. Après les localités, c'était au tour du chef-lieu de la région de Tadjoura de procéder cette semaine au lancement officiel des activités sportives et estivales au complexe sportif organisé par le secrétariat d'État en charge du sport. En collaboration avec l'association locale, les Jeux d'été ont rassemblé une centaine de jeunes compétiteurs, mais surtout une foule en liesse. Football, tennis de table, basketball, pétanque, jeux d'échecs, pour ne citer que ces jeux de multiples disciplines également, étaient au rendez-vous comme activité de loisirs ou de compétition. Le préfet de la région, Hassan Dabalé, le vice-président du conseil régional Abdomaki et les officiers ainsi que le sous-directeur de région par intérim ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture. Les Jeux d'été, la particularité de cette initiative réside non seulement dans le souci de promouvoir les performances sportives et les échanges interactifs entre les jeunes, mais surtout dans son essence visant à offrir aux jeunes un cadre sain d'intégration, loin des sirènes de la délinquance et la débauche, dont l'oisiveté, mère de tous les vices, est la source première. Page de nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de la belle-mère du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, la défunte feu Saadia Abdelrab Ahmed, survenue aujourd'hui au Caire en Égypte. En ces douloureuses circonstances, l'ensemble des cadres du ministère des Affaires étrangères ainsi que les ambassadeurs de Djibouti accrédités à l'étranger présentent leurs sincères condoléances les plus attristées au ministre, à son épouse ainsi qu'à toute la famille et aux proches de la défunte, et prie le Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde à présent, plan d'urgence de la Commission européenne en cas d'hiver sans gaz russe. L'Union européenne doit se préparer au pire des scénarios, une rupture des approvisionnements en gaz cet hiver. Face à la menace d'une suspension des livraisons russes, la Commission européenne a présenté hier un plan d'urgence avec des objectifs d'économie d'énergie. La première phase de l'effort est d'abord volontaire. Les États membres doivent travailler sur une réduction de 15% de la consommation énergétique à partir du 1er août et pour une période de 8 mois. Si la Russie devait fermer complètement le robinet, la Commission pourrait alors déclarer une alerte de l'Union. Autrement dit, les objectifs deviendraient obligatoires. La solidarité est l'élément clé de ce plan d'urgence car certaines capitales sont plus vulnérables que d'autres. Quel que soit le scénario, la situation économique risque de se dégrader plus encore. La Commission estime que la croissance diminuera de 1,5% en cas de rupture des livraisons de gaz russe. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite du programme.